On parle de crise environnementale. Qu'en est-il de la nature et de la vie sauvage? En raison de l'urbanisation, de l'industrialisation, de l'artificialisation des sols, de l'intensification de l'agriculture et de la sylviculture, les paysages naturels européens ont tendance à être segmentés, saucissonnés, tronçonnés, isolés. Il s'ensuit que les habitats comme ceux qu'on trouve derrière nous sont de plus en plus fragmentés et isolés dans des ensembles artificialisés. S'agissant des espèces, celles-ci connaissent un déclin spectaculaire. Leur rythme d'extinction est actuellement 100, 200, voire 1000 fois supérieur au rythme naturel d'extinction selon les taxons ou selon les régions. À cela, il faut ajouter que la crise climatique compromet l'avenir de la biodiversité. J'en veux pour preuve la sécheresse que nous connaissons actuellement, comme l'atteste le niveau extrêmement bas des zones humides que nous trouvons ici. Qu'entend-on par la notion de biodiversité? Il s'agit à la fois d'un néologisme et d'un barbarisme dans la mesure où la notion prend sa racine dans le terme grec bios et le terme latin diversitas. Ce terme a été porté sur les fonds baptismaux par un scientifique américain au début des années 80, le Dr Wilson. Il cristallise toutes les préoccupations à l'égard des différentes facettes de la vie sauvage. La notion est complexe sur un plan scientifique dans la mesure où elle couvre la diversité génétique, la diversité spécifique entre les espèces et les différents taxons qui vont de l'embranchement jusqu'à la sous-espèce, et enfin la diversité des paysages. Cette notion de biodiversité a-t-elle un sens en droit? Dans la mesure où elle est consacrée dans une convention internationale, celle de Rio de 1992, dont l'objectif est de garantir la conservation des différents éléments de la biodiversité, de permettre une utilisation durable de ces éléments et enfin de garantir le partage des bénéfices engendrés par l'exploitation du génie génétique. Mais quelle est la portée contraignante de cette convention? Il faut regretter, en raison du libellé extrêmement vague de la grande majorité des dispositions, que cette convention n'a pratiquement pas de portée contraignante. Néanmoins, elle a obligé les États parties, 180, à mettre en place toute une série de régimes, de dispositifs destinés à garantir la conservation des différents éléments de la biodiversité. À cela, il faut ajouter que la Convention sur la biodiversité de 92 vient se greffer sur une série d'autres textes dont l'objet est plus spécifique, à savoir la conservation des zones humides, telle la Convention de Ramsar, la réglementation du commerce des espèces animales menacées d'extinction en raison du commerce, ou la lutte contre la désertification. Donc la Convention sur la biodiversité chapeaute une kyrielle de conventions plus sectorielles qui portent sur les différents éléments liés à la protection de la nature. Au niveau de l'Europe, l'Union européenne ainsi que les 27 États membres sont partis à la Convention de Rio sur la biodiversité. A-t-elle été transposée en droit européen? Alors vous avez raison de souligner qu'il s'agit d'un accord mixte, conclu tant par l'Union européenne que par ses États membres. Par conséquent, l'Union européenne est tenue de se conformer aux obligations qui sont prévues par cet accord. Cependant, la Convention de Rio touche à 36 000 compétences, dont beaucoup reviennent aux États membres. L'Union européenne n'a pas un titre de compétence pour couvrir tous les aspects de la protection, de la conservation de la biodiversité. Cela veut dire que ce sont des textes épars qui règlent certains éléments de la protection de différents éléments de la biodiversité. Je citerai parmi ces textes le règlement de lutte contre les espèces invasives, la directive de 1979 sur la protection des oiseaux ou la directive de 1992 sur la conservation des habitats. Vous évoquez un règlement et deux directives, la directive oiseaux et la directive habitat. Quelle approche de la biodiversité le législateur européen a-t-il adopté avec ces deux directives? Prenons le cas des mouettes rieuses qui nichent dans la réserve naturelle que nous côtoyons. Ces mouettes parviennent à nicher dans la mesure où ce paysage a été déclaré en tant que réserve naturelle par le gouvernement flamand. Ainsi, il est indispensable de protéger les habitats pour garantir la conservation des espèces sur le long terme.
Pour cette raison, dès 1979, le législateur européen a imposé aux États membres la réglementation du prélèvement des oiseaux sauvages, de toutes les espèces, ainsi que la désignation de zones de protection spéciale pour garantir la survie sur le long terme de ces espèces. En 1992, le législateur européen a jugé que cette approche était fragmentaire, a décidé de la compléter en adoptant la directive de 1992 sur les habitats, qui vise à protéger des espèces de mammifères, de batraciens, de reptiles, d'insectes, de la flore sauvage, ainsi que leur habitat. Par conséquent, l'approche spécifique se combine avec une approche écosystémique. Quel régime spécifique prévoit les directives en termes de protection des milieux? D'une part, la directive de 1979 sur la protection des oiseaux exige de la part des États membres qu'ils désignent et qu'ils protègent des zones de protection spéciale uniquement pour la bifaune, tandis que la directive de 1992 sur les habitats exige la désignation et la protection de zones de conservation spéciale. Ces deux catégories de zones forment l'ossature du réseau Natura 2000. Ce réseau couvre aujourd'hui 26 000 sites, qui couvrent une superficie de 1 040 000 km², soit 24% de la superficie du territoire des 27 États membres. C'est tout simplement colossal. Et quel est l'objectif principal de ce grand réseau Natura 2000? Il ne s'agit pas d'un objectif statique, mais d'un objectif dynamique. Les États membres sont obligés d'atteindre un état de conservation favorable pour les milieux, à savoir les habitats, ainsi que pour les espèces. Nous trouvons ici dans l'ancien delta de l'Escaut, qui a été poldérisé à partir du XVIIe siècle. La région flamande a conclu un traité en 2005 avec le Royaume des Pays-Bas en vue de rendre cet espace à la nature. Et ce site constitue un site ornithologique majeur. J'en veux pour preuve les espèces qui nichent. Nous avons ici en face de nous une colonie d'avocettes élégantes ainsi que quelques couples de sternes pierre-garin. Et j'ai vu voler tantôt un couple de busards des roseaux. Ce sont des espèces qui sont peu communes en région flamande. Et grâce à ce régime de protection, grâce à la réhabilitation de ces terrains, l'état de conservation de ces espèces est sans doute stabilisé. Le régime de protection du réseau Natura 2000 est-il absolu? Non, vous savez, les détracteurs ont souvent évoqué la création de réserves d'Indiens. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la nature en Europe a été façonnée pendant des millénaires par des activités agricoles, sylvicoles. Et par conséquent, on ne peut imaginer de supprimer et d'oblitérer ces activités du jour au lendemain parce qu'elles, justement, elles permettent cette richesse biologique. Et par conséquent, les pouvoirs publics vont adopter un plan de gestion qui va afficher les objectifs de conservation à atteindre, mais qui va également réglementer les différentes activités, que ce soit la chasse, la pêche, en vue d'atteindre cet état de conservation favorable. On le sait, on se trouve à côté du port d'Anvers, lequel connaît d'importants régimes d'extension. Que se passe-t-il pour les sites incompatibles avec la protection de la nature? Assez amusant parce qu'on entend chanter la gorge bleue à côté de nous et on est à quelques kilomètres du Linkeroever qui est l'extension du port d'Anvers qui a débuté au début des années 80. Alors la question est de savoir s'il est possible d'autoriser des activités dommageables, des ouvrages préjudiciables à l'intégrité des zones Natura 2000 et selon quelles conditions. Alors, la directive, à son article 6, paragraphe 3, impose la réalisation d'une étude d'impact pour tout plan ou projet qui a des effets, qui est susceptible d'avoir des effets préjudiciables sur l'intégrité du site. Alors, il ne s'agit pas d'une analyse de pure forme, il s'agit d'une véritable analyse scientifique au regard des conditions écologiques du site protégé et à l'aune des objectifs de conservation qui sont repris dans le plan de gestion. Si les scientifiques ne sont pas en mesure de lever les incertitudes, ou si les conclusions sont négatives, en principe, l'autorité administrative doit refuser d'octroyer l'autorisation sollicitée ou d'adopter le plan ou le programme qui risque de compromettre l'intégrité du site.
Et si malgré tout les autorités régionales sont désireuses, par exemple, d'étendre le port, malgré l'impact qu'il aura sur l'environnement, quelles conditions devront être remplies? Alors les études d'incidence qui ont été menées dans le cadre de la directive Habitat et la directive Oiseaux relative à l'extension du port ont montré qu'il y aurait une série de pertes d'habitat. Néanmoins, la région flamande a pu accorder les autorisations, les permis de bâtir relatives à l'extension des docks, dans la mesure où il y avait un intérêt général supérieur, à savoir le développement économique de la région, voire du pays. Ensuite, il n'y avait pas de solution alternative, puisque la rive droite de l'Escaut est déjà totalement industrialisée. Le port ne peut s'étendre que du côté de la rive gauche, le Linkeroever. Enfin, la région flamande a dû compenser les pertes d'habitat en expropriant les polders avoisinants en vue de restaurer des habitats, en vue de créer de nouvelles réserves naturelles. Et donc des mesures de compensation s'avèrent assez lourdes pour les locaux. La nature l'emporte-t-elle par exemple sur l'agriculture? Mais en l'espèce, la région flamande a dû exproprier des centaines, voire des milliers d'hectares de zones agricoles en vue de réhabiliter la nature dans le dessein de compenser les pertes d'habitat dues à l'extension du port. Bien entendu, ça n'a pas fait plaisir à certains agriculteurs qui se sont pourvus en justice devant le Conseil d'État, ensuite devant la Cour constitutionnelle, en arguant notamment que l'expropriation revêtait un caractère disproportionné par rapport aux activités économiques. Toutefois, les juridictions ont donné raison à la région flamande. Quel est votre bilan quant à ce réseau Natura 2000? La désignation entraîne des restrictions à la liberté d'entreprendre. Mais il faut garder à l'esprit que ce sont 500 000 emplois qui sont en jeu, liés à l'agriculture intensive ou à l'écotourisme. Et la Commission européenne a calculé que la gestion des sites engendrait des bénéfices écosystémiques entre 200 à 300 milliards d'euros par an. Mais l'environnement reste en péril. Quels sont les défis de demain pour la protection des habitats? Je vous rappellerai qu'entre 1997 et 2011, la perte en termes de services écosystémiques s'est traduite par une perte économique oscillant entre 3 à 17 000 milliards d'euros. Ces chiffres sont colossaux. À cela, il faut ajouter que la Commission européenne est consciente des menaces qui pèsent sur la biodiversité. Elle a adopté au mois de mai 2020 une stratégie pour sauvegarder cette dernière qui est extrêmement ambitieuse parce qu'elle prévoit 10% de protection stricte des territoires nationaux, 25 000 km de cours d'eau à réhabiliter, 25% d'agriculture bio sur l'ensemble de la production agricole et une diminution de 50% de l'usage des pesticides. Et donc il va falloir relever ces défis. Et ceci implique un changement radical d'attitude dans le chef des pouvoirs publics comme des particuliers, que ce soit les promoteurs de projets, que ce soit des propriétaires forestiers ou les agriculteurs.